Ils ont raison, la personne qu'ils défendent est présumée innocente. Effectivement, dans ce dossier, vous n'avez pas de scène de crime, pas de corps, pas d'aveu, pas de sang, pas d'ADN, des témoins qui disent des choses mais qui ne sont pas forcément corroborées par des éléments objectifs du dossier. Donc si j'ai bien compris l'article du Parisien, ils ont déjà réalisé une demande de mise en liberté qui a été rejetée. Et quand votre demande de mise en liberté est rejetée par le juge des libertés de la détention, c'est à ce moment-là que vous allez devant la cour d'appel, donc la chambre de l'instruction qui se réunit vraisemblablement demain. Et pourquoi elle pourrait prendre une décision différente? Sur quel motif? Il pourrait avoir une vision différente de celle du juge des libertés de la détention. L'autre argument, c'est que bien souvent, quand on vous rejette une demande de mise en liberté, on vous dit c'est trop tôt, la personne mise en examen n'a pas encore été interrogée. C'est sûrement ce qu'ils ont dû répondre à la précédente audience. Et là, les avocats de Cédric Jubilard pourront répondre. Cette fois-ci, Cédric Jubilard s'est très longuement expliqué. Donc il a été interrogé, donc il n'y a plus de nécessité de le maintenir en détention. Parce que le maintien en détention, c'est pour faire pression sur Cédric Jubilard, c'est pour le pousser à avouer, c'est ça? Parce qu'il est même en plus en quartier d'isolement. Alors officiellement, c'est pour le protéger d'agressions dont il pourrait être victime dans cette prison de Toulouse. Alors ça, c'est vraisemblable, c'est-à-dire que très souvent, quand il y a un dossier médiatique, la personne est mise en quartier d'isolement pour ne pas être mélangée avec le reste des détenus en cours de promenade et pour ne pas être victime de violences. Et il n'a pas le droit de voir ses enfants. Ce qui est extrêmement compliqué pour lui parce qu'effectivement, du jour au lendemain, il est placé en détention. Au quartier d'isolement, qui est le quartier le plus compliqué parce que, on l'a bien vu avec le confinement, quand vous isolez une personne, elle n'a plus aucun contact avec qui que ce soit, elle devient folle. Là, en l'occurrence, on comprend que les conditions de détention de Cédric Jubilard sont extrément difficiles, extrêmement contraignantes. Mais la détention provisoire est utilisée, c'est une arme pour faire craquer? Officiellement, non. Et moi, je ne crois pas à forcément une malice de la part des juges en disant on va le laisser en détention provisoire parce qu'il faut qu'il craque. Moi, je crois que les juges se disent, en l'occurrence, on a besoin que les investigations soient réalisées dans le calme, sans que Cédric Jubilard... Et des contacts avec des gens extérieurs. Exactement, on puisse faire disparaître des éléments d'indices ou je ne sais quoi. Sauf que là, l'argument auquel s'exposent les avocats de Cédric Jubilard, c'est qu'ils vont, à mon avis, indiquer demain qu'il y a un deuxième interrogatoire, d'après le Parisien, qui est programmé pour le 2 décembre. Ouais. Donc l'argument qui est de dire... Cédric Jubilard a déjà été interrogé, maintenant vous pouvez le relâcher puisqu'il a déjà gravé dans le marbre sa version, ses déclarations. Cet argument pourra être battu en brèche par l'avocat général qui dira il y a un deuxième interrogatoire le 2 décembre, au moins. sur les faits en eux-mêmes qui n'ont pas encore été abordés lors du premier interrogatoire.